la grande course pour la vie. 300 millions d'êtres humains potentiels lancés dans la traversée périlleuse d'un immense territoire hostile. Tous en quête d'un même trophée lointain, l'ovule. Et oui, tu l'as bien compris, aujourd'hui je vais parler de la fécondation, la fameuse rencontre entre cet ovocyte et ce spermatozoïde qui va donner lieu à un zygote. Donc ce petit cellule œuf qui va donner ensuite naissance à un petit être tout mignon, qu'on lui donnera des petits noms super sympathiques. Et donc aujourd'hui justement, je vais te parler de la fécondation et on va justement voir ça étape par étape. Donc je rappelle que la fécondation, c'est la rencontre, c'est la fusion entre un spermatozoïde et puis un ovocyte. D'accord? Ça c'est important. Alors, on va un peu faire des petits détails de tout ça. Alors, je rappelle, le spermatozoïde, c'est le gamète mâle, et puis l'ovocyte, c'est notre gamète femelle. Ça va aboutir à ce qu'on appelle un zygote. D'accord? Un zygote, c'est une cellule œuf. D'accord? Chacune de ces cellules sont haploïdes. Donc là, c'est une cellule haploïde. D'accord? Pour le spermatozoïde et l'ovocyte. Et ça forme une cellule qu'on dit diploïde. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, on va faire quelques petits rappels, je pense, c'est nécessaire sur la morphologie de notre spermatozoïde et de notre ovocyte. Je vais vous faire une petite tableau de comparaison très simple. Alors, pour notre spermatozoïde, ce qu'il faut savoir, donc le spermatozoïde, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gamète mâle, ça ok, jusque-là ça va, mais sa taille est importante à connaître, c'est 3 micromètres. Si je prends notre ovocyte, d'accord, sa taille, elle, c'est 120 micromètres. Donc on comprend bien qu'il est énorme par rapport à notre spermatozoïde. Okay, les cellules sont haploïdes les deux, pas de problème. Le cytoplasme de notre spermatozoïde, lui, est très réduit. Très réduit. D'accord? Alors que l'ovocyte, il va avoir un cytoplasme qui va être très développé. En termes de chromatine, le chromatine chez le spermatozoïde, il va être très condensé. Donc la chromatine va être très condensée. Et devinez quoi? Oui, dans notre ovocyte, la chromatine, elle est très décondensée. Alors je ne vous fais pas ce tableau juste pour vous dire que c'est sympa à le faire. C'est juste que voilà, on comprend bien que derrière ça, il y a des petites comparaisons. Et que du coup, il y a plein de petits pièges de QCM. Donc retenez bien un peu les différences qui peuvent exister entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Ok? Ça c'est hyper important. Ok, très bien. Alors on va parler un peu de la morphologie de ce spermatozoïde. Le spermatozoïde, il comporte une tête. Cette tête, c'est un noyau plus un acrosome. D'accord, c'est important de comprendre ça. Ça contient des enzymes qui vont être nécessaires pour pouvoir pénétrer dans notre ovocyte. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez une pièce intermédiaire. Cette pièce intermédiaire, elle contient énormément de mitochondries. D'accord, il faut bien comprendre ça. Pourquoi il y a des mitochondries? Je le rappelle, les mitochondries, c'est l'énergie de la cellule. Alors, l'idée, c'est de faire quoi? De faire bouger notre flagelle. Donc c'est pour ça qu'il y a des millions de mitochondries qui vont permettre justement de faire bouger notre spermatozoïde relativement vite. D'accord? C'est le côté un peu pratique. Ok. Ensuite, on va avoir donc la pièce principale et la pièce terminale qui correspond finalement à notre flagelle. Voilà, donc vous avez quelques éléments clés sur la morphologie d'un spermatozoïde. Alors je vais quand même vous donner quelques trucs intéressants. Bien entendu, le spermatozoïde classique va passer, mais si jamais il y avait une anomalie de ce spermatozoïde, il ne va pas pouvoir passer. Je vais vous donner deux petites anomalies, c'est juste pour vous. Donc là, vous avez la globosospermie, d'accord, qui est en fait le fait d'avoir une tête ronde, le spermatozoïde doit avoir une tête ronde, c'est une anomalie génétique. Et puis une autre pathologie, c'est la macrospermatozoïde, c'est une macrospermatozoïde. En fait, c'est un spermatozoïde qui a plusieurs flagelles. Et oui, ça existe. Donc, s'il y a une anomalie, que ce soit de la tête ou de la queue, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Alors maintenant, je vais parler un peu de notre ovocyte. Alors, l'ovocyte,
là, ce qu'on remarque, c'est qu'il comporte énormément de structures. On va faire simple, hein, il y a plein de structures qu'on ne va pas voir, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir des éléments clairs. Première chose à retenir, c'est la membrane ovocytaire. La membrane ovocytaire. Alors concrètement, elle comporte deux zones. On va parler de la zone vilaire, d'accord, et de la zone avilaire. La zone vilaire, ça comporte des microvillosités, c'est une zone de pénétration pour le spermatozoïde, alors que la zone avilaire, c'est là où on va avoir une reprise de la méiose. Voilà, c'est tout ce que vous devez connaître. Ensuite, on a la zone pellucide. Donc la zone pellucide qui se trouve ici. Okay. Cette zone pellucide, eh ben, elle va comporter les 4 types de protéines importantes, des glycoprotéines, d'accord? Des glycoprotéines. Donc on appellera de ZP1 jusqu'à ZP4, d'accord? Donc ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, d'accord? Et c'est le ZP3 qui va être vraiment intéressant pour se fixer, ok, avec ce spermatozoïde. Ensuite on a la granulosa. Donc concrètement c'est des cellules nourricières. Ce qu'il faut reconnaître, c'est le terme corona radiata. Voilà, ça c'est hyper important à savoir. Et puis vous avez aussi le cumulus à connaître. D'accord? Donc globalement, si vous avez ça en tête, ça vous suffira pour la suite. Ok, très bien. Alors maintenant, on va essayer de parler plus en détail de pas mal d'éléments. C'est comment on va émettre un spermatozoïde et comment ça va se passer avec l'ovocyte, etc. Alors je vous rappelle que chez les femmes, hein, ce qui va se passer, c'est que la période de fécondité, c'est une période où les femmes vont être fécondables, c'est là où la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte va être possible, et ça c'est qu'à partir de l'adolescence, hein, après avoir fait ses premières règles, où là on va pouvoir activer l'ovulation. D'accord ? Il faut absolument qu'il y ait une ovulation pour pouvoir faire fécondation, c'est assez évident. Alors, comment va se passer le trajet des spermatozoïdes et des ovules? Alors, on va d'abord parler du trajet simple de l'ovule. Hein. On remarque que là, on a l'ovaire. Je vous rappelle que l'ovaire, eh ben, vous en avez deux, d'accord? Donc, à gauche et à droite, et que l'ovulation va généralement s'alterner, même si des variations sont possibles pour passer d'un ovaire toujours du même côté, de l'autre côté, ça peut être possible, hein, s'il y a des variations entre individus. Alors globalement, vous avez dans votre ovaire des follicules hein, qui vont maturer, okay, créer des ovocytes de type 1, puis après se maturer pour créer des ovocytes de type 2. Okay, les ovocytes de type 2 qui vont se retrouver finalement à cet endroit-là. Et puis à partir de ce moment-là, eh ben, ça va aller être capté par ce qu'on appelle les franges de la trompe. Les franges de la trompe, c'est ça. Okay, et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre tout simplement d'orienter notre ovule pour pas qu'il parte n'importe comment et que les spermatozoïdes puissent venir vers cet ovule. D'accord? C'est important de comprendre ça. Maintenant, par rapport au spermatozoïde. Alors, le spermatozoïde, il va passer le vagin. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous avez plusieurs structures, hein, la glaire cervicale. Donc, après éjaculation, les spermatozoïdes, ils vont directement dans le vagin. Ensuite, ils passent le col de l'utérus. Ensuite, ils vont aller dans la trompe. Okay, donc là, on a le vagin. Là, on va avoir le col de l'utérus. Okay. Ensuite, il va passer par les trompes. Hein, il va passer dans les deux côtés des trompes. Et puis, il va avoir en moyenne une vitesse de 5 mm par minute. Ça paraît peu, mais finalement, c'est plutôt pas mal. Et il va migrer par chimiotactisme vers le follicule. D'accord ? Donc, je rappelle le mot-clé, chimiotactisme. D'accord ? Le chimiotactisme, c'est quoi? C'est tout simplement une attraction, et ça va être lié par la progestérone. La progestérone permet justement de créer cette migration par chimiotactisme. C'est dur comme mot à dire. Hein. Alors ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les spermatozoïdes, en général, quand ils sont présents dans la trompe, ils vont y rester au maximum 48 heures, voire ils peuvent aller jusqu'à 5 jours. C'est quand même dans des conditions assez difficiles quand même pour les spermatozoïdes, mais tout est possible. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce moment-là quand il y a un retard qui est possible. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir aller jusqu'aux parties génitales de la femme, il y a quand même des étapes. Le spermatozoïde, il ne va pas passer de manière facilitée, ça ne va pas être très simple. Il va faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'obstacles avant d'arriver jusqu'à l'ovocyte. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez environ 250 à 400 millions, d'accord, millions de spermatozoïdes qui vont être éjaculés. Ensuite, vous aurez jusqu'à 10 000 spermatozoïdes qui vont aller jusqu'aux trompes, d'accord. Et puis seulement 100 vont atteindre l'ovocyte. Comme quoi, on peut dire qu'on est tous chanceux et qu'on a battu les 250 millions autres spermatozoïdes qui étaient à notre place. Donc on est parmi les 1 sur 250 millions. Waouh! On a explosé le tirage au sort. Hein. Alors concrètement, une fois qu'on a ça, eh ben, il y en a 100 qui atteignent l'ovocyte et il y en a seulement un qui va aller à l'intérieur. Okay, il y en a seulement un qui gagne. Très bien. Alors il faut savoir que pour passer une première barrière qui est la glaire cervicale, c'est vraiment une barrière, mais c'est aussi important pour bien sélectionner les spermatozoïdes. Pourquoi? Parce que la glaire cervicale, alors c'est quelque chose chez les femmes qui bouge hein, chaque mois, et ce qui se passe c'est que c'est lié aux stéroïdes ovariens, d'accord? Donc ce qui se passe c'est que, eh ben, il y a un premier rôle, c'est un rôle de réservoir, la glaire cervicale elle a un rôle de réservoir, d'accord? Je vais vous le noter là. Donc la glaire cervicale, elle a un rôle de réservoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Globalement, c'est une protection contre le pH vaginal, donc une protection contre le pH vaginal. Je vous rappelle que le pH vaginal, il est acide, d'accord? Ensuite, il y a un filtre. Ouais, c'est une possibilité d'être un filtre. Pourquoi? Parce qu'il va sélectionner. Eh ben, les spermatozoïdes qui sont mobiles et qui sont normaux. Tous les spermatozoïdes qui vont avoir des anomalies ne vont pas pouvoir passer la glaire cervicale. Et ensuite, la glaire cervicale a un rôle de capacitation. C'est-à-dire que globalement, l'objectif c'est de pouvoir rendre fécondant le spermatozoïde. Ok? Fécondant. Voilà, c'est un pouvoir fécondant. Si vous devez connaître ces trois mots-clés là. Donc là, je vous ai mis ce qu'il faut comprendre par rapport à ce petit schéma, c'est que globalement, vous avez la menstruation, vous avez les phases folliculaires, la phase d'ovulation, la phase lutéale, et on remarque que les mailles, parce que finalement la glaire cervicale c'est un réseau de mailles, d'accord? Et ça va être dépendant des stéroïdes, et en fonction du cycle menstruel. Donc ce qui se passe, c'est qu'on remarque que s'il y a des pertes épaisses, le passage il va être très difficile. Si on a des pertes aqueuses, le passage il va être possible, et si on a des pertes épaisses, le passage est difficile. Donc finalement, quel est le meilleur moment pour faire une fécondation? Et bien c'est à ce moment-là, pendant l'ovulation, un petit peu avant, un petit peu après. Voilà, c'est le côté pratique. Ok, bon, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, je vous propose qu'on aille voir les étapes de la fécondation. Je les ai mis par 4 étapes. Moi je trouve que 4 étapes c'est pas mal. Donc on va prendre la première étape. Alors la première étape, c'est tout simplement la pénétration. Donc la première étape, c'est la pénétration de la corona radiata. Donc pénétration de la corona radiata. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez les spermatozoïdes qui vont en fait essayer de se pénétrer une première couche folliculaire qui entoure en fait l'ovocyte, c'est ce qu'on appelle la corona radiata. D'accord? C'est la première couche. Les spermatozoïdes ils vont traverser donc l'ensemble des cellules grâce à différents types d'enzymes, il y a l'unoridase avec des mouvements de flagelle, ça permettra de pénétrer cette partie-là. Une fois qu'il est passé, et bien ce qui se passe, c'est que vous avez une seconde barrière qui est la zone péducide. Donc deuxième étape, c'est la pénétration dans la zone pélucide. La zone pélucide, donc quelque chose d'hyper important. La zone pélucide, c'est une couche externe qui entoure également l'ovule. Donc ça ressemble à ça. Donc là, il va essayer de pénétrer la zone pélucide. Alors en fait, comment ça se passe? Concrètement, pour pouvoir traverser cette deuxième barrière,
La tête du spermatozoïde, il va établir un contact avec ce qu'on appelle le récepteur ZP3. C'est ce que vous devez connaître. Le récepteur ZP3, c'est Zona Pellicida Glycoprotein 3. Voilà, en gros. En fait, cela, ça va déclencher une réaction qu'on appelle acrosomique, okay, qui va libérer des enzymes, dont les hyaluronidase, ça c'est dur à dire ça, hein, hyaluronidase et l'acrozyme, voilà, c'est dur à dire. Donc au moins vous allez comprendre que comme c'est difficile, vous allez retenir. Je suis sûr que vous allez retenir grâce à ça. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire, hein, la réaction acrosomique? Concrètement, l'idée c'est de faire rentrer du calcium. Pourquoi? Parce qu'un calcium, ça crée un influx important au niveau des membranes plasmiques. Ça permet de fusionner justement les membranes acrosomiques externes avec la membrane plasmique du spermatozoïde. Super. Et ça permet de faire des réactions de type exocytose. Hein, le contenu de l'acrosome de notre tête de spermatozoïde va permettre de libérer ces enzymes-là. Hein, et puis modifier un peu tout ça. Ça va créer une lyse de la zone pelliculaire, donc la zone pellucide, et puis ça va permettre de faire pénétrer le spermatozoïde dans l'ovocyte. Voilà, c'est pas si simple à comprendre, mais il faut y aller étape par étape. Hein. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre le fonctionnement. Une fois qu'on a ça, on va aller à l'étape 3. L'étape 3, c'est la fusion membranaire. Donc la fusion membranaire, concrètement, il y a 3 grands processus à comprendre. En fait, quand votre spermatozoïde rentre en contact avec la membrane plasmique de l'ovule, il y a 3 processus qui vont s'enclencher dans le gamète femelle. D'accord? Concrètement, vous avez une première chose qui s'appelle donc la formation d'un cône de fécondation. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être la dépolarisation instantanée de sa membrane. On va voir à quoi ça sert. Donc on fait une dépolarisation membranaire. Okay. Ensuite, on va avoir libération de granules corticaux. Donc libération de granules corticaux. Voilà. Dans l'espace périvitellin. Donc on va aller par là. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de systèmes intéressants à comprendre. Hein. On va avoir donc la formation de cône de fécondation, dépolarisation de la membrane, libération de granules corticaux. Alors tout ça, on va voir à quoi ça sert. Alors concrètement, la formation du cône de fécondation, en fait, il permet quoi? Il permet de faire de la fusion de la membrane de l'ovule avec celle du spermatozoïde. D'accord? Ça sert à ça, le cône de fécondation. Il est hyper important de retenir ça. En même temps, donc, dans l'entrée du deuxième spermatozoïde, il va être évité. Un deuxième spermatozoïde ne pourra pas rentrer grâce à la dépolarisation de la membrane, d'accord, et à la libération des granules corticaux. Donc je rappelle, la fécondation liée à la formation d'un cône de fécondation, ça permet de la fusion. Ça permet la fusion du spermatozoïde avec l'ovocyte, d'accord. Et la dépolarisation membranaire et la libération de granules, ça permet d'éviter l'entrée d'un deuxième spermatozoïde. D'accord? C'est hyper pratique. Ok. Ensuite, dernière étape, on va devoir fusionner les noyaux pour former le zygote. Donc quatrième étape, fusion des noyaux pour former un zygote. Donc là en fait ce qui se passe c'est que lorsque le spermatozoïde est rentré enfin dans cet ovule, ça va activer la méiose, hein. Il y avait une étape qui était bloquée, hein, et puis du coup ça va activer. Donc c'est un phénomène qui permet de réduire considérablement le nombre de chromosomes. Donc en fait l'idée c'est que vous avez un globule polaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais globalement il va être expulsé, et puis les chromosomes vont se disposer pour former une structure qu'on appelle le pronucléus femelle. Et les pronucléus, hein, en fait c'est les noyaux des gamètes, hein, tout simplement. Et en fait la particularité c'est qu'ils ont la moitié des chromosomes. Voilà. Donc en fait ils ont 23 chromosomes, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le spermatozoïde, il avance jusqu'à sa tête, d'accord, qui contient le noyau. Okay, c'est ça qui est important, puisqu'il va se retrouver de l'autre côté du pronucléus femelle. Et donc la queue se détache, et puis ça va se dégénérer, et puis le noyau, lui, va gonfler pour former le pronucléus mâle. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc votre petit spermatozoïde, il n'y aura que la tête qui va rentrer, la queue va partir,
Et ensuite, eh ben, il va former ce qu'on appelle le pronucléus mâle. Voilà. C'est ça qui est important de connaître. Et une fois que vous avez les deux pronucléi, d'accord, ils vont se rencontrer, ils vont fusionner pour former un cellule œuf. Et à partir de ce moment-là, eh ben, commence la partie 2 de la fécondation. Et donc ça, on verra un petit peu plus tard pour que vous puissiez avoir les idées claires. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez votre spermatozoïde. Dans cette spermatozoïde, il va pouvoir passer différentes étapes. D'accord ? Une fois qu'il a réussi à fusionner à travers les différentes membranes, il va pouvoir justement rentrer dans un espace très particulier, hein, le cœur de notre ovocyte. Il y aura uniquement la tête du spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovocyte. Et ensuite, les deux pronucléi vont fusionner ensemble, ça donnera un zygote. Et à ce moment-là, on aura notre cellule œuf. Génial, n'est-ce pas? Génial, n'est-ce pas? En général, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, j'en ai fini avec la fécondation, d'accord? Avec cette partie sur la fécondation. On verra dans les prochaines vidéos. Et bien la suite, qu'est-ce qui se passe un peu pour qu'on aille jusqu'à notre être humain? Il se passe beaucoup d'étapes entre cela. Donc je vous propose justement de bien prendre ça étape par étape et d'apprendre vidéo après vidéo justement les différentes étapes nécessaires pour que vous puissiez bien comprendre. D'accord? Donc moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao!